Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Benjamin Constant que nous allons partir en voyage. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture d'Adolphe, un petit roman, un court roman qui parle essentiellement d'amour. Nous allons retrouver donc Adolphe, le protagoniste, qui est amoureux d'Élénore, qui était amoureux d'Élénore, mais qui ne l'est plus alors qu'elle l'aime passionnément. Et il explique: c'est un affreux malheur de n'être pas aimé quand on aime, mais c'en est un bien grand d'être aimé avec passion quand on n'aime plus. Les 6 mois que m'avait accordé mon père étaient expirés. Il fallut songer à partir. Élénore ne s'opposa point à mon départ. Elle n'essaya pas même de le retarder. Mais elle me fit promettre que 2 mois après, je reviendrais près d'elle, ou que je lui permettrais de me rejoindre. Je le lui jurai solennellement. Quel engagement n'aurais-je pas pris dans un moment où je la voyais lutter contre elle-même et contenir sa douleur? Elle aurait pu exiger de moi de ne pas la quitter. Je savais au fond de mon âme que ses larmes n'auraient pas été désobéies. J'étais reconnaissant de ce qu'elle n'exerçait pas sa puissance. Il me semblait que je l'en aimais mieux. Moi-même, d'ailleurs, je ne me séparais pas sans un vif regret d'un être qui m'était si uniquement dévoué. Il y a dans les liaisons qui se prolongent quelque chose de si profond. Elles deviennent à notre insu une partie si intime de notre existence. Nous formons de loin, avec calme, la résolution de les rompre. Nous croyons attendre avec impatience l'époque de l'exécuter. Mais quand ce moment arrive, il nous remplit de terreur. Et telle est la bizarrerie de notre cœur misérable, que nous quittons avec un déchirement horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir. Pendant mon absence, j'écrivis régulièrement à Élénore. J'étais partagée entre la crainte que mes lettres ne lui fissent de la peine et le désir de lui peindre que le sentiment que j'éprouvais. Et le désir de ne lui peindre que le sentiment que j'éprouvais. J'aurais voulu qu'elle me devinât, mais qu'elle me devinât sans s'affliger. Je me félicitais quand j'avais pu subsister à ces mots et lui donner à la place des mots d'affection, d'amitié, de dévouement, plutôt que d'amour. Mais soudain, je me représentais la pauvre Élénore triste et isolée, n'ayant que mes lettres pour consolation, et à la fin de 2 pages froides et compassées, j'ajoutais rapidement quelques phrases ardentes ou tendres, propres à la tromper de nouveau. De la sorte, sans en dire jamais assez pour la satisfaire, j'en disais toujours assez pour l'abuser. Étrange espèce de fausseté dont le succès même se tournait contre moi, prolongeait mon angoisse et m'était insupportable. Je comptais avec inquiétude les jours, les heures qui s'écoulaient. Je ralentissais de mes vœux la marche du temps. Je tremblais en voyant se rapprocher l'époque d'exécuter ma promesse. Je n'imaginais aucun moyen de partir. Je n'en découvrais aucun pour qu'Élénore pût s'établir dans la même ville que moi. Peut-être, car il faut être sincère, peut-être je ne le désirais pas. Je comparais ma vie indépendante et tranquille à la vie de précipitation, de trouble et de tourment à laquelle sa passion me condamnait. Je me trouvais si bien d'être libre, d'aller, de venir, de sortir, de rentrer, sans que personne s'en occupât. Je me reposais, pour ainsi dire, dans l'indifférence des autres, de la fatigue de son amour. Je n'osais cependant laisser soupçonner à Élénore que j'aurais voulu renoncer à nos projets. Elle avait compris par mes lettres qu'il me serait difficile de quitter mon père. Elle m'écrivit qu'elle commençait en conséquence les préparatifs de son départ. Je fus longtemps sans combattre sa résolution.
Je ne lui répondais rien de précis à ce sujet. Je lui marquais vaguement que je serais toujours charmée de le savoir, puis j'ajoutais de la rendre heureuse. Tristes équivoques, langage embarrassé, que je gémissais de voir si obscur et que je tremblais de rendre plus clair. Je me déterminais enfin à lui parler avec franchise. Je me dis que je le devais. Je soulevais ma conscience contre ma faiblesse. Je me fortifiais de l'idée de son repos contre l'image de sa douleur. Je me promenais à grands pas dans ma chambre, récitant tout haut ce que je me proposais de lui dire. Mais à peine eus-je tracé quelques lignes que ma disposition changea. Je n'envisageais plus mes paroles d'après le sens qu'elles devaient contenir, mais d'après l'effet qu'elles ne pouvaient manquer de produire. Et une puissance surnaturelle dirigeant, comme malgré moi ma main dominée, je me bornais à lui conseiller un retard de quelques mois. Je n'avais pas dit ce que je pensais. Ma lettre ne portait aucun caractère de sincérité. Les raisonnements que j'alléguais étaient faibles, parce qu'ils n'étaient pas les véritables. La réponse d'Elénore fut impétueuse. Elle était indignée de mon désir de ne pas la voir. Que me demandait-elle? De vivre inconnue auprès de moi. Que pouvais-je redouter de sa présence dans une retraite ignorée, au milieu d'une grande ville où personne ne la connaissait? Elle m'avait tout sacrifié. Fortune, enfant, réputation, elle n'exigeait d'autre prix de ces sacrifices que de m'attendre comme une humble esclave, de passer chaque jour avec moi quelques minutes, de jouir des moments que je pourrais lui donner. Elle s'était résignée à 2 mois d'absence, non que cette absence lui parût nécessaire, mais parce que je semblais le souhaiter. Et lorsqu'elle était parvenue en entassant péniblement les jours sur les jours, au terme que j'avais fixé moi-même, je lui proposai de recommencer ce long supplice. Elle pouvait s'être trompée. Elle pouvait avoir donné sa vie à un homme dur et aride. J'étais le maître de mes actions, mais je n'étais pas le maître de la forcer à souffrir, délaissée par celui pour lequel elle avait tout immolé. Elénore suivit de près cette lettre. Elle m'informa de son arrivée. Je me rendis chez elle avec la ferme résolution de lui témoigner beaucoup de joie. J'étais impatient de rassurer son cœur et de lui procurer momentanément, du moins, bonheur et calme. Mais elle avait été blessée. Elle m'examinait avec défiance. Elle démêla bientôt mes efforts. Elle irrita ma fierté par ses reproches. Elle outragea mon caractère. Elle me peignit si misérable dans ma faiblesse qu'elle me révolta contre elle encore plus que contre moi. Une fureur insensée s'empara de nous. Tout ménagement fut abjuré, toute délicatesse oubliée. On eût dit que nous étions poussés l'un contre l'autre par des furies. Tout ce que la haine la plus implacable avait inventé contre nous, nous nous l'appliquions mutuellement. Et ces 2 êtres malheureux, qui seuls se connaissaient sur la terre, qui seuls pouvaient se rendre justice, se comprendre et se consoler, semblaient 2 ennemis irréconciliables, acharnés à se déchirer. Nous nous quittâmes après une scène de 3 heures, et pour la première fois de la vie, nous nous quittâmes sans explication, sans réparation. À peine fus-je éloignée d'Elénore qu'une douleur profonde remplaça ma colère. Je me trouvais dans une espèce de stupeur, tout étourdie de ce qui s'était passé. Je me répétais mes paroles avec étonnement, je ne concevais pas ma conduite. Je cherchais en moi-même ce qui avait pu m'égarer. Il était trop tard. Je n'osais pas retourner chez Elénore. Je me promis de la voir le lendemain de bonne heure et je rentrai chez mon père. Il y avait beaucoup de monde. Il me fut facile dans une assemblée nombreuse de me tenir à l'écart et de déguiser mon trouble. Lorsque nous fûmes seuls, il me dit « On m'assure que l'ancienne maîtresse du comte de P est dans cette ville. Je vous ai toujours laissé une grande liberté et je n'ai jamais rien voulu savoir sur vos liaisons.
Mais il ne vous convient pas à votre âge d'avoir une maîtresse avouée. Et je vous avertis que j'ai pris des mesures pour qu'elle s'éloigne d'ici. » En achevant ces mots, il me quitta. Je le suivis jusque dans sa chambre. Il me fit signe de me retirer. « Mon père, lui dis-je, Dieu m'est témoin que je n'ai point fait venir Élénore. Dieu m'est témoin que je voudrais qu'elle fût heureuse et que je consentirais à ce prix à ne jamais la revoir. Mais prenez garde à ce que vous ferez. En croyant me séparer d'elle, vous pourriez bien m'y rattacher à jamais. » Je fis aussitôt venir chez moi un valet de chambre qui m'avait accompagné dans mes voyages et qui connaissait mes liaisons avec Élénore. Je le chargeai de découvrir à l'instant même s'il était possible quelles étaient les mesures dont mon père m'avait parlé. Et il revint au bout de 2 heures. Le secrétaire de mon père lui avait confié, sous le sceau du secret, qu'Élénore devait recevoir le lendemain l'ordre de partir. « Élénore chassée, m'écriai-je. Chassée avec opprobre. Elle qui n'est venue ici que pour moi. Elle dont j'ai déchiré le cœur, elle dont j'ai sans pitié vu couler les larmes. Où donc reposerait-elle sa tête, l'infortunée, errante et seule dans un monde dont je lui ai ravi l'estime? À qui dirait-elle sa douleur? » Ma résolution fut bientôt prise. Je gagnai l'homme qui me servait. Je lui prodiguai l'or et les promesses. Je commandai une chaise de poste pour 6 heures du matin à la porte de la ville. Je formai 1000 projets pour mon éternelle réunion avec Élénore. Je l'aimais plus que je ne l'avais jamais aimée. Tout mon cœur était revenu à elle. J'étais fière de la protéger. J'étais avide de la tenir dans mes bras. L'amour était rentré tout entier dans mon âme. J'éprouvais une fièvre de tête, de cœur, de sens qui bouleversait mon existence. Si, dans ce moment, Élénore eût voulu se détacher de moi, je serais mort à ses pieds pour la retenir. Le jour parut. Je courus chez Élénore. Elle était couchée, ayant passé la nuit à pleurer. Ses yeux étaient encore humides et ses cheveux étaient épars. Elle me vit entrer avec surprise. « Viens, lui dis-je. Partons. » Elle voulut répondre. « Partons, repris-je. As-tu sur la terre un autre protecteur, un autre ami que moi? Mes bras ne sont-ils pas ton unique asile? » Elle résistait. « J'ai des raisons importantes, ajoutai-je, et qui me sont personnelles. Au nom du ciel, suis-moi. » Je l'entraînai. Pendant la route, je l'accablai de caresses, je la pressai sur mon cœur. Je ne répondais à ses questions que par mes embrassements. Je lui dis enfin qu'ayant aperçu dans mon père l'intention de nous séparer, j'avais senti que je ne pouvais être heureux sans elle, que je voulais lui consacrer ma vie et nous unir par tous les genres de liens. Sa reconnaissance fut d'abord extrême, mais elle démêla bientôt des contradictions dans mon récit. À force d'instance, elle m'arracha la vérité. Sa joie disparut, sa figure se couvrit d'un sombre nuage. « Adolphe, me dit-elle, vous vous trompez sur vous-même. Vous êtes généreux, vous vous dévouez à moi parce que je suis persécutée. Vous croyez avoir de l'amour et vous n'avez que de la pitié. Pourquoi prononça-t-elle ces paroles funestes? Pourquoi me révéla-t-elle un secret que je voulais ignorer? Je m'efforçai de la rassurer. J'y parvins peut-être. Mais la vérité avait traversé mon âme. Le mouvement était détruit. J'avais déterminé dans mon sacrifice. J'étais déterminée dans mon sacrifice, mais je n'en étais plus heureux. Et déjà, il y avait en moi une pensée que de nouveau j'étais réduit à cacher. Chapitre 6. Quand nous fûmes arrivés sur les frontières, j'écrivis à mon père. Ma lettre fut respectueuse.
Mais il y avait un fond d'amertume. Je lui savais mauvais gré d'avoir resserré mes liens en prétendant les rompre. Je lui annonçai que je ne quitterais Elénore que lorsque, convenablement fixée, elle n'aurait plus besoin de moi. Je le suppliai de ne pas me forcer en s'acharnant sur elle, à lui rester toujours attachée. J'attendis sa réponse pour prendre une détermination sur notre établissement. « Vous avez 24 ans, me répondit-il. Je n'exercerai pas contre vous une autorité qui touche à son terme et dont je n'ai jamais fait usage. Je cacherai même, autant que je le pourrai, votre démarche étrange. Je répandrai le bruit que vous êtes parti par mes ordres et pour mes affaires. Je subviendrai libéralement à vos dépenses. Vous sentirez vous-même bientôt que la vie que vous menez n'est pas celle qui vous convenait. Votre naissance, vos talents, votre fortune, vous assignez dans le monde une autre place que celle de compagnon d'une femme sans patrie et sans aveu. Votre lettre me prouve déjà que vous n'êtes pas content de vous. Songez que l'on ne gagne rien à prolonger une situation dont on rougit. Vous consumez inutilement les plus belles années de votre jeunesse et cette perte est irréparable. La lettre de mon père me perça de 1000 coups de poignard. Je m'étais dit 100 fois ce qu'il me disait. J'avais eu 100 fois honte de ma vie s'écoulant dans l'obscurité et dans l'inaction. J'aurais mieux aimé des reproches, des menaces. J'aurais mis quelque gloire à résister et j'aurais senti la nécessité de rassembler mes forces pour défendre Elénore des périls qui l'auraient assaillie. Mais il n'y avait point de péril. On me laissait parfaitement libre. Et cette liberté ne me servait qu'à porter plus impatiemment le joug que j'avais l'air de choisir. Nous nous fixâmes à Cadin, petite ville de la Bohême. Je me répétais que, puisque j'avais pris la responsabilité du sort d'Elénore, il ne fallait pas la faire souffrir. Je parvins à me contraindre. Je renfermai dans mon sein jusqu'au moindre signe de mécontentement, et toutes les ressources de mon esprit furent employées à me créer une gaieté factice qui put voiler ma profonde tristesse. Ce travail sur moi-même eut un effet inespéré. Nous sommes des créatures tellement mobiles que les sentiments que nous feignons, nous finissons par les éprouver. Les chagrins que je cachais, je les oubliais en partie. Mes plaisanteries perpétuelles dissipaient ma propre mélancolie et les assurances de tendresse dont j'entretenais Aliénor répandaient dans mon cœur une émotion douce qui ressemblait presque à de l'amour. De temps en temps, des souvenirs importuns venaient m'assiéger. Je me livrais quand j'étais seule à des accès d'inquiétude. Je formais 1000 plans bizarres pour m'élancer tout à coup hors de la sphère dans laquelle j'étais déplacée. Mais je repoussais ces impressions comme de mauvais rêves. Elénore paraissait heureuse. Pouvais-je troubler son bonheur? Près de 5 mois passèrent de la sorte. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était donc Adolphe de Benjamin Constant. Merci encore de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!